Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entretien Privé. Entretien Privé ce jour, c'est avec Marie-Reine Hassen. Marie-Reine Hassen est une femme politique centrafricaine, ancienne ministre et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Marie-Reine, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invité. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle de la République centrafricaine? Comme vous savez, ça va très mal. À l'heure où je vous parle, il y a des batailles dans les rues de Bangui. Et c'est un peu chaotique, hein. C'est plutôt très chaotique. On ne sait plus qui se bat contre qui. Vous avez les Séléka d'un côté, vous avez les anti-Balaka, comme vous savez, ce sont des troupes, des formations d'autodéfense. Et vous avez également des FACA, donc les anciens éléments des forces armées centrafricaines. Et tout ça, et puis vous avez les Français d'un côté, donc les troupes internationales. Et donc ça tire partout. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi, mais il y a des morts. Et c'est comme d'habitude, ce sont les populations civiles qui sont les principales victimes de tout ça. Et comment sortir de cette spirale d'affrontement, de ce chaos? Mais vous savez, l'urgence aujourd'hui, c'est de sortir de ce chaos définitif. Alors, pour sortir de là, dans l'immédiat, on sait qu'il faut des troupes sur place, des troupes étrangères. Donc là, nous avons les Français qui sont là, mais je continue à dire que c'est très bien que les Français aient réagi maintenant, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la République centrafricaine est un territoire très grand, donc qui est aussi grand que la France et la Belgique réunies. Et donc, même si la Belgique envoie 150 troupes de plus pour compléter les 1600 troupes de la France, ce ne sera pas suffisant parce que la situation est tellement compliquée qu'il va falloir réellement ratisser le territoire, qu'il va falloir réellement nettoyer le territoire. Et ça ne sera pas aussi facile que le Mali, parce que la topographie n'est pas la même, les conditions, les surfaces ne sont pas les mêmes. Là, on parle d'un pays de forêt, hein, donc ce sont des grands arbres. Les drones et les avions ne seront pas très efficaces, parce que comme vous savez, la canopée des forêts équatoriales ne permettent pas le passage des ondes, hein, et tout ça. Et donc, il faut des troupes au sol. Il n'y a que les troupes au sol qui seront efficaces. Ce qui fait que je continue à insister et à demander encore plus de troupes internationales au sol. En tant que politicienne, en tant que femme politique centrafricaine, aujourd'hui, quelle est la solution que vous proposez pour sortir de l'impasse? Pour moi, c'est simple. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe qui est en place, c'est-à-dire l'exécutif, dont l'autoproclamé Ndoto Dia, son Premier ministre Nicolas Tiangai, et le président de ce qui tient lieu d'Assemblée nationale, M. Nguende, et toute l'équipe, donc tout le gouvernement, tout l'exécutif, pour moi, sont disqualifiés pour mener aujourd'hui une transition. Lorsqu'on parle de transition, il faut une transition paisible, il faut une transition compétente. Or, au bout d'un an, nous sommes quand même en décembre, et cette affaire a commencé depuis décembre dernier. En une année, ce pays n'a pas cessé de descendre aux enfers et de flamber continuellement. Et aujourd'hui, on est en train de vivre le pire. Donc, ils ont démontré leur incapacité à mener une transition paisible. Et alors, il faut changer cette équipe-là. Si aujourd'hui, nous voulons que les choses basculent dans le bon sens, il faut absolument changer cette équipe. Mais avant de parler d'alternance, de parler du changement de cette équipe, il faut parler de paix. La crise en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, j'allais dire, a commencé dans les années 94. Mais c'est la première fois qu'on assiste à une guerre interreligieuse. C'est grave. Bon, là, on parle de guerre interconfessionnelle, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, il ne s'agit pas d'une guerre interconfessionnelle. Les Centrafricains ont toujours... Il y a les Balaka qui sont non, contre les Séléka. Non, ça c'est une... Pas dire le contraire. Non, je dis le contraire parce que c'est une instrumentalisation. Au départ, les Centrafricains ont toujours vécu
entre eux. Il n'y avait pas de problème religieux. Nous sommes à 85% chrétiens. Et il y a une minorité musulmane qui a toujours vécu en bonne symbiose avec les autres communautés, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que les Séléka entrent en République centrafricaine. Et tout le monde le sait, les Séléka sont composés en minorité de Centrafricains et en majorité de personnes venant des pays voisins. Et ce sont en majorité des bandits, des coupeurs de routes, des bandits de grand chemin. Donc ces gens sont arrivés en attaquant tout ce qui est catholique, donc les églises, les prêtres, les bonnes sœurs, les objets religieux, en épargnant donc tout ce qui est musulman. C'est pour ça que je dis cette affaire, cet antagonisme entre chrétiens et musulmans a été monté de toutes pièces. C'est pour des raisons politiques, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec ces anti-Balaka qui en réalité sont des groupes d'autodéfense. Ce sont des paysans qui en ont eu assez, et des jeunes, qui en ont eu assez d'être massacrés pendant des mois et des mois. Ils ont appelé au secours. Nous avons appelé au secours pour eux, de l'extérieur, mais personne n'a bougé. Comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'en septembre, personne ne s'occupait de la République centrafricaine. Donc plutôt que d'être massacrés comme ça inutilement, ils se sont levés et se sont constitués en troupes d'autodéfense. Et c'est ça, en fait, les anti-Balaka. Ce ne sont pas des chrétiens contre des musulmans. Croyez-vous qu'aujourd'hui, la population a encore confiance aux politiciens centrafricains? La population ne peut plus avoir confiance aux politiciens centrafricains. Donc, et je les comprends. À vous aussi. Vous n'êtes plus crédible, alors. Non, il y a politiciens et politiciens, monsieur. Lorsque on parle de politiciens centrafricains, il y a ceux qui sont venus dans les systèmes différents avec l'intention de profiter des systèmes. C'est-à-dire, comme on le dit vulgairement chez nous en Centrafrique, on veut sa part du gâteau, on veut bouffer. Donc on vient à la mangeoire. Et il y a ceux, et je vous concède ça, très peu nombreux, qui vraiment sont là, sont entrés en politique avec une vision du futur, avec des convictions, et qui sont venus pour pouvoir travailler et faire quelque chose pour le pays. J'estime que je fais partie de ceux-là. Mon profil et mon parcours le montrent. Donc je ne fais pas partie de ceux qui sont venus pour manger au râtelier. Je n'ai pas besoin de ça. Et je peux vous le dire, mon salaire de ministre en République centrafricaine et de toute ma carrière, privée comme publique, c'est le salaire le plus maigre que je n'ai jamais eu en Centrafrique. Donc, je ne suis pas venue pour ça. Je suis restée quand même 3 ans en essayant de faire changer les choses. Et comme ça ne changeait pas, j'ai posé ma démission et je suis partie en 2009, comme vous le savez. J'ai personnellement assisté au dialogue politique inclusif à Bangui, qui avait regroupé à son sein tous les hommes politiques centrafricains. Comment sommes-nous arrivés là? C'est tout simple. Je le dis et je le redis, moi j'ai été dans le système, donc j'ai bien observé comment les choses se passent. C'est que les dialogues, il y en a eu énormément. Il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu des conférences de paix, il y a eu des rencontres de paix, mais tout ça n'a absolument rien donné. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a été toujours des messes. Que ça se passe en Centrafrique ou à l'extérieur, la plupart du temps c'était à l'extérieur, c'est une rencontre en fait entre le pouvoir en place, les opposants qui, on le sait, ne jouent pas leur rôle d'opposition, ne l'ont pas joué jusque-là, sinon on n'en serait pas là, les personnes armées, les groupes armés qui réclament leur part de gâteau, et je veux signaler qu'aucun de ces groupes armés n'a jamais revendiqué quoi que ce soit pour leur région, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les routes, l'électricité et le bien-être de leur population. Ça a toujours été des revendications d'intérêt personnel. Voilà. Et donc, tout ce monde-là se retrouve continuellement sous l'égide des pays de l'Afrique centrale et de la communauté internationale. Donc, ça ne peut rien donner parce que le peuple centrafricain, le principal concerné, n'est pas impliqué là-dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis,
il faut arrêter ça, ce système de dialogue et de conférence de paix qui n'a jamais rien donné. Impliquons les citoyens centrafricains dans leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce sont les populations qui souffrent, ce sont les populations qui sont massacrées. Alors aujourd'hui, impliquons-les dans une conférence nationale souveraine, et c'est ce que je défends depuis, parce qu'il faut que les Centrafricains lavent leur linge sale en famille, c'est-à-dire en République centrafricaine, sur le territoire centrafricain, mais il faut que toutes les couches de la société soient représentées et qu'on se dise, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour en arriver là? Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut mener notre pays et comment on veut le mener? Et ensuite, en sortant de ça, de ce qui sera une psychothérapie nationale, parce qu'on en a besoin. C'est un peuple qui est complètement à genoux aujourd'hui, donc qui a besoin d'être soigné physiquement et mentalement. Donc, au bout de cette psychothérapie, que je détaille dans toutes mes publications, on va ressortir de ça avec une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui seront l'émanation du peuple centrafricain, parce que ça va être décidé au sein de ces assises nationales, et ce seront des personnes qui vont être désignées par le peuple en fonction d'un profil, parce qu'il faut également la compétence pour pouvoir mener une transition, et ce sont ces personnes qui vont mener une transition qui doit être paisible et compétente, et qui va nous mener à des élections, et qui va poser les fondements de la reconstruction de la République centrafricaine. Parlant justement des élections, donc, les élections étaient pourtant prévues en 2015. Depuis quelques jours, le Premier ministre l'a annoncé, il est prévu pour 2014. Il y a des commissions qui ont été nommées. Vous y croyez, vous? Moi, je n'y crois pas. Je dis qu'il faut arrêter un peu de penser qu'avec un sparadrap, on peut guérir une grosse gangrène. La République centrafricaine était une grosse gangrène depuis des années déjà, depuis des décennies. On le savait et on n'a pas pris ce problème à bras-le-corps. Le problème centrafricain est profond, beaucoup trop profond pour le traiter à la légère. La preuve, on en est là aujourd'hui et les populations, la République centrafricaine vit l'enfer aujourd'hui. Donc il faut arrêter ça. Il faut se dire que la République centrafricaine aujourd'hui, c'est un cancer généralisé, c'est un cancer métastasé. Et les métastases sont en train de s'échapper partout dans les pays voisins, le Cameroun, le Congo, RDC, etc., jusqu'au Gabon. Donc, à un problème comme ça, à un cancer aussi profond, il faut un traitement de choc, il faut un traitement profond. Et donc, aujourd'hui, les élections, pour les faire en 2014, ça voudra dire qu'on n'aura pas réglé le problème profond de la République centrafricaine et que, quelque temps après, il va y avoir d'autres revendications, il va y avoir d'autres coups d'État, il va y avoir d'autres crises et c'est toujours le peuple qui va payer. Donc il faut arrêter ça, il faut régler le problème centrafricain maintenant, avant d'aller aux élections. Voilà ce que je pense. Sans langue de bois, si en 2014, on maintient les élections, vous y allez? Vous êtes candidate? Écoutez, si en 2014, on maintient les élections, moi, je vais continuer à crier tout haut et continuer à poser la question tout haut. Mais comment est-ce qu'on peut aller aux élections en 2014 alors que les compatriotes continuent à être massacrés et assassinés, alors qu'on ne sait pas qui est centrafricain, qui ne l'est pas, alors qu'on ne peut pas faire d'identification, on ne peut pas faire de... Il y a tout un processus à faire. Et comment est-ce qu'on peut... Serez-vous candidat? Serez-vous candidate? Je serai candidate le jour où il y aura un apaisement en République centrafricaine parce que, je le dis et je le répète, il faut garder en mémoire que pour qu'une élection réussisse, il convient d'abord d'instaurer préalablement des procédures démocratiques, même si c'est un minimum. Et minimum. Sinon, je vous le dis, c'est l'échec assuré et nous allons de nouveau repartir à la case départ, comme on l'a toujours fait depuis des années. Et ça, je l'ai déjà dit lors des élections de 2010, vous voyez, qui se sont finalement déroulées en 2011. Je l'ai bien dit, des élections, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de régler le problème centrafricain d'abord. Donc, on va aller aux élections, certes, mais je vous le garantis que ça ne va rien régler et qu'on va retomber dans des problèmes. Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent jouer un rôle
dans cette crise? Absolument. Moi, je dis, les femmes, on doit donner un grand rôle aux femmes dans cette crise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une population qui est complètement... on les a dressés les uns contre les autres. Donc cette population est complètement affolée. Et c'est la moindre... c'est vraiment un terme qui ne touche pas la vraie réalité. Donc aujourd'hui, la situation est tellement ingérable, c'est devenu ingérable, et pour le pouvoir en place, et pour la communauté internationale, et pour les amis qui essayent de nous aider, dont l'armée française et tout. Vous avez vu, ils sont sur place, mais ça n'empêche pas les gens de s'étriper, même devant eux. Et alors, donc, aujourd'hui, il faut calmer les choses. Et je pense que la voix des femmes peut porter. On néglige beaucoup les femmes. Vous avez vu, lors de la réunion pour la paix ici, cette conférence pour la paix, il n'y avait pas de femmes centrafricaines représentées. Et lors de la réunion de Libreville, il n'y avait pas de femmes. Même moi qui existe en tant que femme politique centrafricaine qu'on connaît depuis longtemps, je n'ai pas été conviée. Alors la voix de la femme africaine n'est pas entendue et n'est pas assez entendue. Et je demande, je profite de votre plateau puisque vous m'avez posé la question, impliquer plus de femmes centrafricaines et africaines en général dans les problèmes de paix. Et je l'ai toujours dit, les femmes doivent faire partie des préventions déjà. Dans la prévention, on doit impliquer les femmes. Et je pense que si les femmes sont beaucoup plus impliquées dans la prévention des conflits, on n'arrivera peut-être pas à ce genre de conflit-là. Et ensuite, quand les conflits sont déjà installés, il faut impliquer encore plus de femmes dans la résolution de ces conflits-là. Et ensuite, dans l'instauration de la paix et dans le maintien de la paix. Je suis persuadée que les femmes sont capables de maintenir la paix beaucoup plus que les hommes. Et la femme que vous avez devant vous dit aujourd'hui, le message de paix qu'on doit passer aujourd'hui, il faut... Je pense que l'image de la femme, de la mère, de la personne qui va parler, qui va pouvoir calmer toutes ces communautés, que ce soit les musulmans ou les catholiques, une femme, la voix d'une femme pourra être entendue aujourd'hui. Et en République centrafricaine, c'est probablement la solution. On se rend compte que tous les chefs d'État centrafricains, après le coup d'État, passent toujours par le Cameroun pour fuir. Est-ce que vous pensez que la solution viendra du Cameroun aussi? Patassé, passer par le Cameroun pour fuir, Bozizé, passer par le Cameroun, Djeto Dia passera par le Cameroun? C'était pour rigoler. Oui, je suppose que vous voulez mettre un peu d'humour dans tout ça. Bon, maintenant, est-ce que Djeto Dia va fuir par le Cameroun? Est-ce qu'il va fuir déjà? J'en sais rien. Est-ce qu'il va fuir par le Cameroun ou par le Soudan? Là, la question est posée maintenant à tout le monde. Bon. Parlant du Cameroun, on va parler un peu de la sous-région. Est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas assez joué dans la crise centrafricaine? Je pense que les chefs d'État de la sous-région ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais on devrait peut-être ouvrir les discussions de paix, les négociations de paix à beaucoup plus de Centrafricains, à beaucoup plus de compatriotes qui auraient leur mot à dire, parce que le sort de la République centrafricaine ne se règle pas seulement entre le pouvoir, qui en général est arrivé par un coup d'État, qui en général n'est pas venu pour faire du bien au pays ni aux citoyens, qui en général est venu pour se partager le gâteau centrafricain, il faut le dire. Donc, les choses ne doivent pas se passer uniquement entre ces pouvoirs-là, et cette opposition qui en général est aussi corrompue, je ne dis pas toute l'opposition, mais une bonne partie qui est également corrompue et qui va manger dans leur atelier, et puis ces groupes de rébellion qui sont là également pour manger au râtelier. Et il faut que les chefs d'État africains, de l'Afrique centrale en particulier, se disent aujourd'hui, c'est un problème d'enflammement de la sous-région. Vous voyez qu'aujourd'hui, au Soudan, au Sud-Soudan, on va avoir la guerre civile, hein, c'est parti pour. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, il y a déjà des groupuscules de terrorisme musulmans qui sont là. Soldats tchadiens depuis ce matin à Bangui. Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, les chefs d'État d'Afrique centrale devraient considérer ce problème centrafricain comme un danger
un risque pour toute la sous-région, donc pour leur pays. Et donc, voir les choses autrement, prendre les choses d'une manière différente, c'est-à-dire opérer une rupture dans la manière d'aborder les problèmes de paix en République centrafricaine et surtout impliquer toute la population et aller, au lieu de faire des dialogues exclusifs, parce que pour moi c'est pas inclusif, au lieu de faire toute cette série de dialogues exclusifs, on devrait faire une conférence nationale souveraine qui serait inclusive et dont les décisions seraient applicables obligatoirement. Madame le ministre, est-ce que c'est votre mot de fin? Mon mot de la fin, ce serait de dire à tous mes compatriotes, de l'extérieur comme de l'intérieur du pays, évidemment, on est tous dans une situation absolument dramatique. Moi, je me bats à ma manière pour essayer d'apporter ma contribution pour nous sortir de là. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque les choses seront apaisées, je dis à mes compatriotes, c'est une citation que j'aime beaucoup, une de mes meilleures citations, c'est en anglais, et c'est ce qui nous a perdu parce que nous ne l'appliquons pas, donc je demande à mes compatriotes de l'appliquer, c'est « Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country ». Ce qui veut dire, ne demandez pas à votre pays ce que ce pays peut faire pour vous. C'est ce qui se passe depuis. Tout le monde vient en disant « je veux manger le gâteau centrafricain ». Mais dites-vous qu'est-ce que moi je peux apporter à mon pays. Et moi, c'est ce que j'ai toujours appliqué depuis que j'ai commencé à m'intéresser de nouveau à mon pays et à participer au développement de mon pays et à la politique de mon pays. Je me suis toujours dit qu'est-ce que moi je peux faire, apporter à mon pays, et c'est ce que j'ai toujours fait. Merci Madame la Ministre, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci une fois de plus pour votre fidélité et à très bientôt sur votre chaîne préférée.